le 23 octobre 2018, des milliers de fans de football se rendaient au match à Rome. L'excitation était à son comble, et les fans se mirent à chanter et à entonner des slogans. À 19h03, environ 50 personnes descendaient le long escalator vers le quai. Mais en moins de 30 secondes, la foule avait presque doublé. Tout semblait aller bien, mais à l'intérieur de l'escalator, il y avait un problème. Le poids des passagers pesait sur les marches et la charge sur le moteur principal augmentait. Le moteur a appliqué un contre-couple pour ralentir la descente, mais la force augmentant, les marches se sont déplacées plus vite. À 19h04, la foule avait triplé. Le moteur a atteint sa limite et sous la contrainte, le tambour a commencé à glisser. Alors que le moteur perdait le contrôle, l'escalator a déclenché sa seconde ligne de défense. Un relais de sécurité s'est déclenché et a coupé l'alimentation du moteur. Le frein principal s'est serré sur le tambour pour arrêter la descente. Mais il a échoué. La friction sur le tambour principal n'a pas suffi à stopper le moteur et les escaliers ont continué d'accélérer. Sentant que le moteur avait perdu le contrôle des marches, l'escalator a enclenché sa dernière solution de secours. En cas d'urgence, un frein auxiliaire permet de contourner le moteur et de verrouiller l'arbre d'entraînement. En temps normal, la probabilité que les 3 dispositifs de sécurité échouent simultanément est très faible. Mais ce n'étaient pas des circonstances normales. À 19h05, le dernier système de sécurité a échoué, faisant chuter les escaliers. Les supporters furent projetés en avant et commencèrent à dévaler l'escalator. Certains ont sauté la barrière centrale par désespoir, d'autres ont été emportés dans un carambolage. En bas, l'aire d'arrivée est un point d'étranglement dangereux. Sous la pression, les marches se sont déformées en métal déchiqueté, blessant 24 personnes. Quelque chose comme ça n'aurait pas dû être possible, et les experts de l'époque savaient que quelque chose s'était mal passé, et ils ont commencé à soupçonner un acte criminel. L'agence de transport de Rome a ensuite bouclé le site de l'accident et fermé la station Repubblica durant plusieurs mois. Les autorités ont ordonné à la fois une enquête technique et une enquête criminelle, et le maire a même publiquement juré de découvrir la cause de l'accident. Les enquêteurs ont donc commencé à démonter l'épave, la démontant pièce par pièce pour reconstituer ce qui s'était passé. Le trajet que les gens ont vécu sur cet escalator a été l'un des plus terrifiants de leur vie. Mais c'est peut-être plus proche de l'origine des escalators que vous ne le pensez. Par exemple, à quoi servait le tout premier escalator? Tu veux deviner? C'était une attraction dans un parc à thème en 1896. Sans marche, incliné à 25 degrés, c'était essentiellement un tapis roulant lent composé de métal et de bois. Il élevait les gens à 2 mètres avant qu'ils descendent des escaliers de l'autre côté. Et ce fut un immense succès. Plus de 75 000 personnes ont profité de l'attraction pendant ces 2 semaines au Old Iron Pier à Coney Island. L'attraction fut baptisée l'ascenseur continu. Et son inventeur, Jesse Reno, l'avait créé non seulement comme divertissement, mais aussi comme démonstration de faisabilité, car il y voyait l'avenir du transport. Mais alors que Jesse Reno observait les gens utiliser son invention, il commença à remarquer un schéma. Personne ne marchait. Au lieu de cela, il restait immobile, les pieds bien ancrés de côté, et les gens s'agrippaient fermement à la rampe. 2 ans plus tard, Harrods en Angleterre a installé un appareil similaire. Mais le trajet était si éprouvant que Harrods devait poster du personnel à l'étage supérieur pour offrir du brandy aux hommes et des parfums aux femmes afin de les calmer. Pour les 2 appareils, le tapis roulant incliné à 25 degrés était difficile à marcher et inquiétant à rester debout. Dès 12 degrés, marcher en pente devient difficile et 25 degrés représente la limite de flexion de nos chevilles. Si seulement on pouvait remplacer le tapis roulant par un escalier roulant. Eh bien, les passagers auraient toujours une surface plane sur laquelle se tenir et un escalier qu'ils pourraient se monter s'ils le souhaitaient. Une tentative de solution existait déjà depuis 4 décennies et elle s'appelait les escaliers tournants. Elle consistait en une chaîne qui faisait le tour d'une boucle. Des marches fixes étaient ajoutées, formant une surface plane pour se tenir lors de la montée. En haut, les marches basculaient vers l'avant, rendant la descente dangereuse. Un problème similaire survenait en bas. Vous pourriez penser qu'il suffit d'allonger chaque palier si le haut et le bas posent problème.
Mais cela ne marche pas non plus, vous obtenez juste un désordre irrégulier plus long. Comment les escalators modernes résolvent-ils ce problème? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des marches en haut de l'escalator quand elles disparaissent? De toute évidence, les marches tournent en boucle d'une certaine manière, mais comment se comportent-elles réellement lors du trajet de retour? Et si je vous donnais deux options? Est-ce qu'elles restent à l'endroit, comme les cabines d'une grande roue, ou est-ce qu'elles se retournent à l'envers, puis reviennent à l'endroit de l'autre côté? Je vais choisir celle-ci toute la journée. La grande roue. Celle-ci a plus de sens. La grande roue. Oui, celle-ci. Je crois qu'elles se retournent. En fait, elles sont à l'endroit. Je vais choisir la première, ouais. Waouh, vous êtes tous les deux, oui. George Wheeler, un autre inventeur, a apporté la solution à ce problème. Son idée est à l'origine de tous les escalators actuels. Une version moderne de cette idée fonctionne à peu près comme ceci. Un escalator de métro standard a un moteur électrique d'environ 50 kW moins puissant que la plupart des voitures électriques. Ce moteur tourne très vite, à plus de 1000 tours par minute, mais il reste assez faible. L'escalator doit transformer les marches en une sortie plus lente et plus puissante. Il utilise un réducteur dans un système d'engrenage, limitant la sortie à quelques tours par minute et multipliant le couple par 100. Le moteur est relié à une grande roue dentée par une chaîne en acier qui fait tourner les marches en boucle. La chaîne des marches possède des roues pour faciliter son déplacement dans les courbes. Mais contrairement au concept des escaliers tournants, Wheeler proposa de fixer chaque marche à cette chaîne par un seul axe, lui donnant ainsi la liberté de pivoter. Ensuite, il ajouta un deuxième jeu de roues à chaque marche qui suivait une piste différente, Cities, ce qui lui permettait de contrôler l'angle de chaque marche à tout moment. Sur l'inclinaison, les deux pistes se chevauchent, tout comme l'escalier tournant, mais ensuite, en haut, les deux pistes se séparent et c'est cela qui nous permet de garder les marches à niveau pendant tout le trajet. Les pistes restent séparées et forment une courbe. Les marches se retournent, s'insèrent dans la boucle et amorcent leur retour. Au début de l'inclinaison, les pistes se rejoignent et tout le processus se répète. La réponse, vous avez tous tort. Oh mon Dieu. Oui, je n'y avais jamais vraiment pensé. Ouais, je dirais que c'est comme un ascenseur à l'envers, mec. Devine quoi? Tu as raison. Ouais. Ouais. Bien que tous les escalators modernes utilisent le design de Wheeler, cela avait alors suscité si peu d'intérêt qu'il dut abandonner son idée. Ce n'est que 8 ans plus tard qu'un autre inventeur, Charles Seeberger, a racheté son brevet et a tiré profit de l'invention. Seeberger s'est associé à la société Otis Elevator et, ensemble, ils ont construit un prototype. Un an plus tard, en 1900, ils l'ont présenté à l'Exposition universelle de Paris. Au total, 51 millions de personnes ont visité l'exposition pour découvrir la technologie moderne, dont le premier escalator commercial, l'une des attractions les plus populaires. La machine attirait d'immenses foules. L'historien français Philippe Julian la décrivit comme l'attraction la plus joyeuse de l'exposition et écrivit que l'escalator provoqua quantité d'incidents dignes de la comédie, séparant les familles, envoyant les vieillards culbuter, ravissant les enfants et réduisant leurs nourrices au désespoir. L'escalator a même reçu l'un des grands prix de l'exposition. Peu après, des escalators furent installés dans divers endroits du monde. Mais ces escalators étaient imparfaits. Les marches étaient lisses et plates, et en haut, elles disparaissaient sous une planche en bois, créant un espace dangereux. Les lacets manteaux et longues jupes de la mode d'époque se prenaient souvent dans la machinerie. Une fillette de 3 ans s'est fait pincer le pied lors d'un incident. Et bien que la fillette ait heureusement échappé avec des orteils blessés et une chaussure manquante, quelque chose dans la conception devait changer. Pour résoudre ce problème, Seeberger et Otis installèrent un guide triangulaire à l'extrémité de l'escalator, obligeant les usagers à partir sur la gauche avant d'atteindre l'espace dangereux. Ce système fonctionnait, mais il était maladroit car il obligeait les gens à poser un pied sur le sol ferme pendant que l'autre était encore en mouvement, ce qui devenait particulièrement délicat lorsque certains restaient immobiles et que d'autres marchaient. Pour limiter les gênes, les opérateurs demandaient aux passagers de rester à droite et de libérer la gauche pour les marcheurs rapides. Nous suivons encore souvent cette convention aujourd'hui. Mais il s'avère qu'il existe une solution bien meilleure que le guide. Les marches d'escalier mécaniques modernes sont rainurées, non lisses.
Ces rainures s'emboîtent ensuite parfaitement avec une plaque de peigne située en haut de l'escalator. Ainsi, si un petit objet s'approche de la fin, la plaque de peigne le soulève et le met hors de danger. Cela rend beaucoup plus difficile le fait que des objets se coincent, et peut-être plus important encore, cela permet aux gens de descendre en toute sécurité vers l'avant. Mais la plaque de peigne ne résout pas entièrement le problème. Nous avons toujours ces espaces sur le côté de l'escalator qui peuvent pincer et coincer des objets lorsque les marches bougent. Pour y remédier, une nouvelle fonction de sécurité appelée brosse de rive a été ajoutée à l'escalator en 1982. Les escalators sont remplis de dispositifs de sécurité subtils comme celui-ci. Certains anciens et d'autres nouveaux, mais presque tous sont conçus autour des personnes. En 1896, Jesse Reno a anticipé que les passagers de son attraction auraient besoin d'un support et a ajouté une rampe mobile. Sur un escalator moderne, un moteur distinct fait tourner une roue de friction pour entraîner la rampe. Le problème est que la friction use les pièces. Avec le temps, la roue rétrécit et à mesure que sa circonférence diminue, chaque rotation avance la boucle en caoutchouc sur une distance réduite, ralentissant la rampe. L'effet est minime, mais il s'accumule avec le temps. Donc pour compenser cela, une nouvelle rampe est calibrée pour se déplacer environ 2% plus vite que les marches. Vous pouvez en fait essayer cela vous-même la prochaine fois que vous êtes sur un escalator. Il suffit de poser votre main à côté de vous pendant que vous restez immobile et vous verrez votre main dériver lentement vers l'avant. Cette différence de vitesse évite que la rampe ne prenne trop de retard sur les marches avec le temps. Parce que j'ai clairement remarqué ça. Parfois, je suis sur un escalator et il va plus vite que moi. Ma main va plus vite que mon corps. Mais ça veut dire que c'est un nouvel escalator. Eh bien, c'est une nouvelle roue de friction, cette roue qui entraîne la rampe. On ne remplace pas tout l'escalator. Oh, waouh! Donc, c'est comme un tour de magie que je peux utiliser pour divertir mes amis. Enfin, je ne sais pas quand j'aurai une fête sur un escalator, mais bon, si je suis sur un escalator avec mes amis et que je le vois bouger, je dirais « Hey, c'est à cause de la nouvelle roue de friction ». Je pourrais leur dire ça pour les impressionner. Mais il n'y a pas que la rampe. La vitesse des marches elle-même doit aussi être soigneusement contrôlée. Les escalators modernes utilisent des moteurs à induction à courant alternatif qui sont extrêmement efficaces pour réguler leur vitesse de rotation. Cela présente un avantage inattendu sur les escalators descendants. Quand assez de personnes sont à bord, leur poids suffit et le moteur n'alimente plus l'escalator. À la place, c'est le poids des passagers eux-mêmes qui entraîne la chaîne et fait tourner le moteur. À mesure que plus de personnes montent, la force exercée sur le moteur augmente et il est poussé à tourner plus vite. Mais les moteurs à induction moderne, à courant alternatif, fonctionnent en créant un champ magnétique tournant. Quand le moteur tente de tourner plus vite que le champ, des courants électriques sont induits et génèrent dans leur propre champ magnétique. Ce champ repousse dans le sens inverse de la rotation, créant une force qui freine l'augmentation de la vitesse. Mais un phénomène intéressant se produit quand le moteur résiste ainsi. Au lieu de consommer de l'énergie, la physique du moteur s'inverse et il utilise l'excès d'énergie mécanique pour produire un courant électrique. C'est le freinage régénératif utilisé aussi par les véhicules électriques pour recharger leur batterie. En effet, le moteur se transforme en générateur. Le résultat, c'est que lors d'une journée chargée, de nombreux escalators modernes qui descendent ne se contentent pas de transporter des gens, ils produisent aussi de l'électricité. Souvent, cette énergie est réutilisée dans le réseau du bâtiment pour alimenter d'autres appareils, y compris les escalators. Donc même l'escalator qui a été inventé par George Wheeler et installé en 1920 à l'exposition de Paris, etc. Je veux dire, tous ces escalators étaient régénératifs. Oui. Lorsque des personnes se tenaient sur l'escalator en descente, celui-ci réinjectait de l'énergie dans le réseau. Donc l'escalator descendant agit comme un générateur. Ce freinage régénératif rend les escalators extrêmement économes en énergie. Plus important encore, cela les rend vraiment sûrs. Mais il y a un point où, si vous continuez à ajouter du poids, la force devient finalement si forte que le moteur ne peut plus y résister. Et sans intervention, il accélérerait de façon incontrôlable. Les escaliers s'effondreraient. C'est exactement ce qui s'est passé à Rome. Après près de 2 ans d'enquête, les enquêteurs ont publié ce rapport de 86 pages. Il détaille la suite d'événements ayant mené à la catastrophe.
Avec l'afflux de supporters sur l'escalator, la charge sur le moteur principal a augmenté. Le moteur a essayé de résister à ce changement, mais à mesure que de plus en plus de personnes affluaient, la force est devenue trop importante. Et finalement, un point de bascule a été atteint et le moteur s'est mis à accélérer de façon incontrôlable. Les capteurs de sécurité ont détecté ce changement soudain et déclenché 2 actions successives. D'abord, l'alimentation du moteur a été coupée, puis le frein principal s'est enclenché. 2 bras massifs se sont refermés sur le tambour pour le verrouiller en place et éviter qu'il ne s'emballe. Ce frein aurait dû pouvoir arrêter l'escalator chargé au maximum, même sous forte contrainte, mais cela n'a pas été le cas. Des tests après l'incident ont révélé une force de freinage bien trop faible, à seulement 37% des normes du fabricant. Le frein affaibli ralentissait difficilement le moteur, l'escalator continuait d'accélérer en descente. C'est à ce moment que le dernier dispositif de sécurité de l'escalator est intervenu. Quand la vitesse de l'escalator a dépassé 28%, le frein auxiliaire s'est activé, insérant des coins en acier dans un disque de l'arbre d'entraînement. Mais en ouvrant ce frein, les enquêteurs ont été choqués. Le dernier dispositif de sécurité mécanique était partiellement désactivé. Des sangles en plastique avaient été fixées autour d'un des coins de frein, le rendant inutile. Avec la moitié du système incapable de s'engager, sa puissance de freinage a été réduite de 50%, juste assez pour que le poids de tous ses passagers dépasse la force du frein et rende le dernier dispositif de sécurité inutile. Les enquêteurs savaient que ces défaillances auraient dû être automatiquement enregistrées dans les journaux d'erreur. Mais lorsqu'ils sont allés vérifier, ils n'ont rien trouvé. Les codes d'erreur étaient désactivés, donc des dysfonctionnements critiques pouvaient survenir sans trace. Cela ne pouvait arriver que si elles avaient été désactivées volontairement, donc quelqu'un avait reprogrammé le système pour arrêter l'enregistrement des codes d'erreur. Ensuite, les enquêteurs se sont penchés sur les registres de maintenance, mais ils les ont trouvés tout aussi incomplets et aucune trace de travaux majeurs sur l'escalator n'a pu être trouvée. Avec tous les principaux systèmes de sécurité compromis et les alertes critiques désactivées, l'escalator était devenu une véritable bombe à retardement. Les conclusions de l'enquête technique n'indiquaient pas un défaut de fabrication, mais plutôt une négligence et une falsification des responsables de la sécurité de la machine. Cela laissait au procureur une question claire. Qui était responsable ? La piste des preuves remontait à juin 2017, lorsque les responsabilités d'entretien des escalators de Rome ont été confiées à un nouveau prestataire, Metro Roma. L'autorité de transport ATAC a rompu son contrat avec Metro Roma dans une tentative de se décharger de la situation. Au fil de l'enquête criminelle, il est apparu que le problème était bien plus profond. Les enquêteurs ont découvert que Metro Roma avait travaillé main dans la main avec l'autorité de transport, ATAC, et qu'ensemble, ils supervisaient un entretien négligent tout en falsifiant les registres sur l'ensemble du réseau. En septembre 2019, 11 suspects avaient été désignés et les tribunaux avaient suspendu 3 dirigeants d'ATAC, ainsi que le directeur de Metro Roma. Les conclusions du parquet étaient graves. Souvent, les dispositifs de sécurité étaient sabotés pour empêcher l'arrêt des escalators. Les responsables avaient caché leurs traces par une fraude et une obstruction. Au milieu de l'indignation publique, les procureurs ont enregistré une écoute téléphonique glaçante de Renato D'Amico, dirigeant d'ATAC. La traduction : sur 700 escalators, 3 ou 4 de plus seraient en panne. Allez. Les procureurs rapportent que D'Amico paraissait indifférent à la présence possible de personnes sur ces escalators. Pour lui, ce n'était qu'une question de chiffres et de pourcentage. C'était une remarque insensible et cela donnait une image claire de l'incident. Ce n'était pas un échec technique, mais humain. Cela soulève une question plus fondamentale. Les escalators sont-ils vraiment sûrs ? En réalité bien entretenus, les escalators offrent une grande marge de sécurité. Chaque système est conçu pour supporter des forces bien supérieures à celles qu'il rencontrera jamais en service. La charge de rupture de notre marche est d'environ 15 kg. Enfin, en réalité, 1,5 tonne. Donc vous pouvez mettre un éléphant sur la marche et elle ne cassera pas. Je n'ai jamais vu une marche se casser de toute ma carrière. Je n'ai jamais vu une chaîne de marche se casser. Ça n'arrive pas. Je veux dire, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a jamais d'accident sur un escalator, mais l'escalator
d'après ce que je sais, c'est crucial, tu vois, de s'assurer qu'il y a un bon entretien. C'est ça l'important. Tout dépend finalement de l'entretien. Bien fait, le risque de défaillance catastrophique est quasi nul. Avec près d'1,5 million d'escalators dans le monde, c'est ainsi que cela devrait être. Rien qu'aux États-Unis et au Canada, plus de 100 milliards de trajets en escalator ont lieu chaque année, faisant de l'escalator l'un des moyens de transport les plus utilisés sur la planète. À cette échelle, il est parfois facile de blâmer notre technologie quand les choses vont mal. En réalité, même les meilleurs systèmes reposant sur les personnes pour leur entretien. C'est sans doute la leçon à retenir. En tant qu'êtres humains, nous avons un devoir de vigilance non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers tous ceux qui nous entourent. Et parfois, cela signifie prendre la responsabilité de veiller à la sécurité des uns et des autres.